Bonjour, aujourd'hui je vais faire le cas de figure de DocuSign. Le code, le ticker c'est DOCU, D-O-C-U, qui est un standard de la spéculation sur les marchés américains, sur les actions. Donc ils ont sorti des résultats qui étaient à peu près comme anticipé, à la louche. Et ils ont émis en fait, pour le quatrième trimestre, ils ont émis une rétraction. Les analystes attendaient 573 et ils ont dit que ça sera entre 557 et 563. Il n'y a vraiment pas de quoi casser une baraque avec ça. Et l'action a pris 30% immédiate en quelques minutes. Alors là, c'est depuis l'historique. On va grossir sur un mois. C'était que du hors séance en fait, mais moi j'étais devant, je l'ai vu, c'était assez hallucinant la dégringolade. C'était fantastique pour ceux qui ont eu le plaisir de shorter ce truc là. Et donc pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Tout simplement parce que c'est une société qui a été introduite en 2018, qui a été considérée comme avec le Covid, qui était considérée qui est devenue une valeur au momentum, parce qu'elle s'est envolée, passée de 40 à 300 ici, 40 à 274. Donc on est quasiment x7 en l'espace d'un an et demi, quoi. On fait une petite pointe à 320 derrière juste avant l'été de 2021. Et puis ils arrivent là comme ça, mais nulle part, ils sortent leur truc un peu mitigé, et puis ça prend au moins 30% dans la tête. Alors pourquoi? C'est un peu toujours la même histoire. Quand on fait du momentum, en fait, le souci c'est c'est un jeu de con. D'un côté, un momentum, moi je fais quasiment que ça. Alors pourquoi c'est bien le momentum? Parce que ça permet d'avoir un taux de réussite qui dépasse, qui se balade entre 60 et 70%. Donc c'est pas comme la contre-tendance qui peut monter à 75%. Mais c'est un taux de réussite qui est quand même confortable, au-dessus d'une fois sur deux. Contrairement au suivi de tendance, on tombe à 30%. Ce qui est quand même assez invivable de perdre 7 fois sur 10, même si on gagne en pognon. Et donc la différence de la contre-temps, c'est qu'on gagne peu, on gagne souvent, et quand on perd, on se fait éclater. Donc c'est pas une stratégie moi qui me plaît, et je la trouve très casse-gueule, et j'ai trop vu de gens la pratiquer pendant 2, 3, 5 ans et se faire collecter littéralement une fois tous les 5 ans avec un sale plan, genre DocuSign justement. C'est exactement pour ça que je fais jamais de contre-tendance. Et en revanche, le momentum, c'est vraiment sympa parce qu'on peut avoir raison tout de suite, mais c'est un jeu de con. Pourquoi? Parce que le momentum, ça repose sur l'idée qu'on va acheter et qu'on va revendre au prochain qui va acheter et nous prendre nos titres. Donc psychologiquement, c'est un jeu où on se refile un petit peu la patate chaude entre guillemets. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le momentum, quand il s'accélère et quand on marché parabolique, les valorisations n'ont plus aucun sens. Et donc là, je vous affiche justement DocuSign. Donc je fais un basique prix sur chiffre d'affaires. Et donc comme vous pouvez voir, et la courbe bleue, en fait, je le compare à Apple. Apple qui est encore une fois, on pourra mettre le Nasdaq, mais Apple pour moi c'est c'est un État, c'est même plus une entreprise, c'est même plus une multinationale. Demain, ce sera un État probablement. Voilà. Donc ils vont contrôler une partie du monde. Donc ça gagne énormément d'argent. Donc on voit que une grande entreprise comme Apple, extrêmement profitable, probablement la plus profitable au monde, ou du moins en quantité, on voit que le chiffre d'affaires se paye entre 5 et 8 à 9 fois, ce qui est déjà énorme. Et la courbe orange chez DocuSign, qui elle, on n'avait absolument rien à faire de quoi que ce soit. Donc on a passé allègrement la barre des 10 fois le chiffre d'affaires en 2019, en mars 2019. Et puis après, quand on est rentré en mode parabolique, là c'était la fête du slip. Donc on est monté à plus de 30 fois le chiffre d'affaires, même une pointe à 40 fois en août 2020. Et donc, et puis après, ça a commencé à stagner. Donc, le momentum, c'est bien, mais moi, je garde toujours un œil sur les grands ratios financiers, parce que on n'est jamais à la merci de ça, c'est-à-dire tout d'un coup, au milieu de nulle part, franchement, qui aurait pu prévoir, à part les initiés, qu'on allait avoir une telle réaction épidermique? Pas grand monde. Donc, au milieu de nulle part, avec un jeu de momentum comme ça, une nouvelle et crac, on arrive, ça passe de 240 à 138 et puis ça n'a pas du tout rebondi. Donc la claque est monstrueuse, c'est un coup à se prendre quand même une bonne caisse sur son compte. Donc pour moi, à partir du moment où on commence à faire du momentum au-dessus de 10 fois le chiffre d'affaires et qu'on porte ça en overnight, ou alors qu'on se lance et qu'on s'autorise à passer un earnings call, un reporting de bénéfices en étant en position sur une valeur qui a 25 fois le chiffre d'affaires, honnêtement, on cherche les coups.
Moi, c'est pas quelque chose que je fais en ce qui me concerne. C'est beaucoup trop dangereux, quoi. Et des exemples comme ça, ça jalonne l'histoire. Et honnêtement, DocuSync, pendant toute cette période, elle a fait partie de tous mes screeners. Elle était en tête sur longue période et tout. Elle était superbe. Elle mettait dans la clé à toutes les autres valeurs sur le Nasdaq. Voilà, quoi. Ça se termine, retour à la case départ. Alors, je ne regarde pas le price to book parce que généralement, je suis sur des valeurs qui sont assez immatérielles dans le fond. Les valeurs qui créent de la valeur, justement les titres, les actions qui créent de la valeur en bourse, c'est souvent des machins qui sont un peu immatériels. Donc, price to book, alors après, price to book tangible, etc. Mais c'est pas très facile de comparer. Par contre, ce que je regarde souvent, c'est le price to cash flow, puisque finalement, c'est le pognon qui rentre. Donc, combien de fois on paye le cash flow, ça, c'est vraiment un critère que je surveille. Donc, la docu, là, elle montait au pire de la parabolique, là, elle était à 300 fois le cash flow. Pareil, on a Apple en face qui représente 15, 10, 15 et puis 20, 25 fois le cash flow quand ça a vraiment la cote. Mais là, Docu, c'était à 100 fois, 200 fois le cash flow. Donc, évidemment, inévitablement, quand on rentre dans le genre d'entreprise, c'est bien en scalping ou en trading, comme ça en day trading, parce que quand ça accélère, ça pousse en breakout, voilà, en mode tout le monde se rue parce que tout le monde sait que ça monte, ça n'a ni queue ni tête. Mais faire même pas l'investissement plusieurs mois, mais même faire du trading qu'on porte sur quelques jours, c'est tôt ou tard, ça se termine en suicide, quoi. Donc voilà, un beau cas de figure, en tout cas un beau cas de figure, ça a bien claqué, hein. Il y a des mecs ça a été sévère. À l'ouverture, là en plus, on a continué. Ce qui est assez balèze, c'est qu'on a ouvert à moins 30 et qu'après, elle est tombée à moins 40 en séance. Donc costaud, quoi. Petit détail pour finir, c'est que là, la moyenne mobile, j'ai mis à 200 jours. C'est une moyenne mobile qui est extrêmement utilisée par tous les investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels. Donc vous l'avez déjà remarqué comme moi. Ce qui est assez fou quand même, c'est qu'elle n'a pas poussé le vice à cracher en étant au-dessus de la moyenne mobile à 200. Donc il y a peut-être un mec qui est sorti, qui s'est dit bon là ça a pété la 200, là je largue ma pause et il a envoyé le truc en enfer. Parce qu'il y a des cas de figure en fait de ce genre de valeur où ça pète directement en étant au-dessus de la moyenne mobile à 200. Donc là ça carbonise tout le monde. Là, honnêtement, vu la config, on peut vraiment penser qu'il y a un gros qui a lâché le truc, qui a lâché le dossier suite à ce break, la moyenne mobile 200. Alors en termes de stratégie un peu duplicable, on pourrait se dire bon bah je pourrais lancer un screener, voilà, prendre en plus la capi de ça, elle fait 26 milliards après la chute, donc elle était à 35 milliards, 40 milliards de capi, donc c'est quand même une grosse valeur. Elle doit faire partie probablement du top 300, du top 500. Donc il n'y avait pas un short intérêt significatif, 3%. Donc PE de 70 quand même, tranquille, forward. Hein. Et donc non, ce qu'on pourrait lancer, c'est un screener qui va chercher voilà, des petits PE à 70. Des valorisations de malade comme ça, du free cash flow à 100 fois, 200 fois, et puis on pourrait même faire un double critère en fait, un free cash flow, et puis un price to sell, je sais pas, au-dessus de 20 par exemple. Et le souci c'est que les délires comme ça en bourse, ils durent. Puis après se dire bon bah voilà, si on casse la moyenne mobile à 200, je mets en place une stratégie short, des fois que ça s'écroule. Le souci, c'est qu'il y a plein d'exemples d'actions dont les délires comme ça, Tesla en tête, ça descend jamais, puis les alertes baissières se font planter et reverse. Donc c'est pas une stratégie qui est duplicable. Enfin moi en tout cas, je duplique pas. Après, peut-être qu'avec un environnement monétaire autre, moins stimulant, je pense qu'aussi il y a énormément de confiance de la part des intervenants avec l'environnement monétaire. Le global macro joue beaucoup par-dessus ça. Donc si on est en global macro négatif, peut-être que ce genre de conneries là, d'actions comme ça, avec des breaks de moyenne mobile à 200 et de la surévaluation massive, peut-être que ça marcherait mieux en short. Mais en ce moment, c'est vraiment trop dangereux, c'est limite du suicide. Si ce n'est qu'on sait que c'est possible à chaque instant, quoi. Donc ça fait, le jeu manque pas de piquant en ce moment pour jouer en bourse. C'est un jeu assez dangereux et il faut vraiment savoir faut vraiment prendre à faire à la fois des fondamentales et techniques à mon avis, et puis savoir ce qu'on est en train de faire. En tout cas, un beau cas archivé, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour s'en souvenir avec des chiffres hallucinants.